À la page 27 du chapitre 13 de mes notes de cours, on va résoudre maintenant une première situation dans la section 4.4 de Séguin qui porte sur la dynamique de rotation. Cette situation, c'est la situation 1, une double bobine de fil, qu'on va résoudre, j'espère, après que vous ayez lu les pages 502 et le début de 503, les explications de Séguin. Un coup que c'est fait, vous pouvez prendre connaissance du libellé de cette première situation, libellé qu'on retrouve à la page 502 de Séguin. On arrête la vidéo, puis on va comprendre ce qu'on nous demande. Après une première lecture, on va identifier nos données. Évidemment, j'espère que dans une pareille situation, le dessin est fourni en plus du texte là, pour bien montrer c'est quoi notre problématique. Mais lorsqu'on fait le tour du texte, on rencontre les différents chiffres suivants. On a une bobine de 12 kg qui possède un rayon de 0,02 m. On nous mentionne là, que ça roule sur une surface sans frottement et possiblement autour d'un axe sans frottement également. On nous dit que Albert tire à l'aide d'une corde enroulée alentour de la bobine avec une force de 6 N, que Béatrice tire avec une force de 3 N. Évidemment, ça prend le dessin pour bien comprendre à quel endroit il tourne. Et on nous demande quelle est l'accélération angulaire que va avoir la bobine. Il me semblait qu'il manque un chiffre. Évidemment, c'est le 30 degrés là, de l'endroit, la façon qu'il essaie de nous expliquer de quel endroit que Béatrice tire avec son 3 Newton. Donc la masse, c'est la masse de la bobine, évidemment, là, qui est cachée en arrière ici. Le rayon, c'est une cote pour montrer la dimension de ma bobine. Le 0 Newton de force de frottement, on oublie ça. On a Albert qui tire en haut ici avec 6 Newton. J'ai Béatrice, j'ai mis un vecteur plus petit, elle tire avec 3 Newton. Et c'est là qu'on nous donnait là, le 30 degrés là, par rapport à l'horizontale. 30 degrés sous l'horizontale. Fait qu'elle tire à cet endroit-là. Le dessin nous permettait de bien le voir aussi. Le θ est illustré. Il nous reste l'accélération angulaire. Et là, je vais faire mon mauvais étudiant, pas mauvais étudiant de physique, la mauvaise personne, la personne qui n'est pas très bonne en physique, moi-même, puis qui décide d'imaginer, qui pense que ça va tourner dans ce sens-là. Okay? Pourquoi je dis que je fais... je suis pas... Il me reste l'accélération angulaire à illustrer sur mon dessin. Et là, je vais faire la personne inexpérimentée en physique qui faisait preuve de bonne volonté puis qui voulait se mettre un sens positif pour ne pas avoir à traîner de signes. Donc, il a mis son alpha, l'accélération, en sens anti-horaire. Ce qui fait que dans ses équations de physique, il sait qu'il n'y aura pas de signe à traîner. C'est une bonne idée. Sauf que là, quand je regarde les vecteurs puis l'endroit où ce qui tire, d'autres personnes plus expérimentées en physique diraient non, ça va tourner de l'autre sens, c'est certain. Mais je me trompe et je le dessine comme ça, et je vais faire mon problème comme ça, il va vous montrer l'impact que ça a, puis ça se détecte au moment où on fait le problème qu'on a mis une mauvaise sens, comme pour un vecteur conventionnel. Mon inconnu, c'est de l'accélération angulaire. La formule que je pourrais prendre si on va dans le chapitre 13, deuxième page du résumé, ben, c'est l'équivalent du F est égal à ma, mais en mouvement rotatif. Donc, c'est la somme des moments de force est égale à I fois alpha. Mais ça s'étudie avec des signes, parce que là, on en a qui vont tirer dans des sens opposés. Donc, la somme des moments de force selon Z est égale à I fois alpha selon Z. C'est pour ça que j'ai montré mon axe de rotation, pour que quelqu'un puisse faire le lien entre ce qu'on va écrire maintenant et la situation. J'ai deux moments de force, donc j'ai le moment créé par la force A, le moment créé par la force B. J'ai mis la positive en premier. B fait tourner dans le sens positif, donc le moment de force de B, plus le moment de force de A, mais lui dans le mauvais sens, est égal à I. Et là, c'est ça, mon choix de alpha fait que je peux écrire plus alpha ici, là, ce qui fait un signe moins de moins à traîner. Les moments de force, on calcule ça en faisant... Ça, c'était du chapitre 13. Somme des moments de force est égale à I alpha. Chapitre 12, un moment de force, ça se calcule en faisant le bras de levier fois la force. Pour les ingénieurs, bras de levier perpendiculaire fois la force. Le moins fois bras de levier de l'autre perpendiculaire fois la force est égal à I fois le alpha. Les bras de levier, on pourrait très facilement montrer
Et sans avoir à redessiner, mais je les ai redessinés, montrer que mon bras de levier pour Albert, il est ici, c'est le RA qui est là, puis il correspond au R. Donc mon bras de levier, puis il est perpendiculaire, c'est ce que je voulais montrer dans le dessin, fois FB, moins le bras de levier de A, c'est la distance entre l'axe de rotation, pas le bras de levier, ça c'était Béatrice. OK. Albert, c'était lui ici, excusez. Albert, c'était le R fois FA. Puis Béatrice, on pourrait montrer que c'est R aussi, là, la distance entre le point d'application de sa force puis l'axe de rotation. C'est aussi R, puis c'est aussi perpendiculaire de toute façon. Donc, R perpendiculaire, ça me donnait la valeur du rayon. Est égal à I fois alpha. J'isole le alpha là-dedans, donc ça me fait ce que j'avais de l'autre côté, divisé par I, je mets des chiffres, je m'aperçois que je suis bloqué par le I, donc j'ai besoin d'un autre outil, ça va être de calculer le I d'une bobine. Donc chapitre 12, chapitre 13, dans lequel on est, mes premières pages du résumé. Le moment d'inertie, cette chose-là, c'est un cylindre, quand on le voit dans l'autre dimension, regardez dans le livre de Séguin, c'est un cylindre, donc je vais prendre le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe central, la formule 1/2 m fois R carré, c'est tous des chiffres connus, j'obtiens une valeur, soit que j'utilise les formules 2 dans 1 avec les symboles ou que j'utilise les valeurs. Je vais pouvoir calculer mon alpha. Peut-être mettre certaines choses en évidence quand on utilise les symboles. Puis finalement, je peux mettre mes valeurs de base. Et quand je fais ça, 3 moins 6, ça me donne une valeur négative divisée par toutes des positifs. J'arrive à une valeur négative. Mais de ce côté-ci, j'avais écrit alpha avec pas de Z. J'étais rendu en valeur absolue. J'avais fait disparaître le signe là, à l'étape ici. Le signe est disparu. Donc, je suis plus supposé d'avoir de signe. J'arrive à moins. Ça veut dire que j'ai une erreur quelque part. L'erreur, c'est tout simplement dans le sens que j'ai mis alpha au départ, là, dans cette première partie-là de mon analyse. Donc, je peux le barrer. Je réécris 2.5 sans mettre le moins. Et je mentionne que je m'étais trompé, que le alpha était de l'autre côté. C'est ce qui est fait en bas. Le problème est refait avec le alpha fait du bon côté. Si j'aurais démarré comme ça, les moments de force restent pareils. Mais comme mentionné tout à l'heure, quand j'aurais traité les signes, j'aurais écrit moins alpha. Et là, quand j'aurais isolé, ça inverse mes choses. Puis en les inversant en bout de ligne, je vais arriver avec un 6 moins 3, puis je vais arriver à une valeur positive. Donc les deux façons sont cohérentes l'une avec l'autre. Question piège, qu'est-il arrivé au 30 degrés? Le 30 degrés, c'était une colle, une donnée fournie, mais qui ne sert absolument à rien dans le problème parce que l'angle qu'on utilise, c'est l'angle entre le R et le F. Puis l'angle entre le R et le F était de 90 degrés. Il n'y avait aucun rapport avec le petit 30 degrés qu'il y a ici. Donc, c'est Albert qui va gagner. Sa corde va se dérouler. Puis Béatrice va tirer, mais sa corde va s'enrouler. La corde va glisser dans ses doigts.